Chapitre 9. Marius courait, de toute la vitesse de ses jambes, bousculant au passage tous ceux qui croisaient son chemin dans les couloirs, sans même ralentir. Membres du personnel, passagers, c'était tout un. Quand il était lancé, en particulier à la poursuite d'une proie, rien ne pouvait l'arrêter. Ce qui se trouvait sur sa route s'écartait ou valsait, du roturier à l'oligarque. Dans son sillage, tout n'était que protestation et chaos. Il n'en avait que faire. Il devait rattraper sa cible, qui avait déjà presque une voiture d'avance sur lui. Il la distinguait devant lui qui fendait les groupes d'usagers dans une litanie de « Pardon, désolé, service, excusez-moi ». Elle était vive, fine et souple, une véritable anguille qui se faufilait entre les uns et les autres en ne soulevant que quelques grognements de désagrément et réflexions sur le petit personnel qui n'était plus ce qu'il était. Les remarques habituelles de la haute société quand l'agitation de la petite venait clapoter à ses pieds et tacher ses chaussures. Marius, lui, ne faisait pas dans le clapotis, non. Il tenait plus du raz-de-marée, de la lame de fond. Oh, il progressait aussi, mais avec beaucoup plus de bruit et de chaos. Pour preuve, ce malheureux steward, que sa proie esquiva en se baissant pour passer sous le plateau chargé de quelques déjeuners en chambre qu'il devait ramener d'une des suites. Surpris, le malheureux lança en se retournant vers celle qu'il croyait une de ses consoeurs. « Mais enfin, que faites-vous ? Il ne faut pas courir dans les coups. » Il n'eut pas le temps de finir que Marius, qui avait tenté de l'éviter, chose déjà compliquée avec sa largeur d'épaule, le percuta de plein fouet. Le plateau du malheureux s'envola, répandant son contenu dans tout le couloir, les restes de ce qui devait être un jus de tomate aspergeant copieusement la fenêtre, telle une giclée de sang frais, alors que le steward se retrouvait catapulté sur le côté comme une vulgaire quille, heurtant la porte d'une cabine qui s'ouvrit à la volée pour révéler une scène que pour la bienséance on qualifiera de coquine. S'ensuivirent des cris et des exclamations indignées entrecoupées d'excuses confuses. Marius était déjà loin et semait le désordre autre part. Devant lui, à une vingtaine de mètres, il devina celle qu'il poursuivait, entre le tailleur cintré d'un gentleman et la longue robe à crinoline d'une demoiselle apprêtée comme pour se rendre au bal, ouvrir la porte d'un nouveau compartiment et s'y engouffrer, après avoir jeté un regard dans sa direction. Il fulminait. Une femme. C'était une femme, imbécile qu'il avait été. Et imbécile aussi ses supérieurs qui étaient partis du postulat que le terroriste ne pouvait être qu'un homme. Crétin de phallocrate, lui compris. Il aurait pourtant dû savoir qu'en matière d'intelligence et de stratagème retors, les femmes égalaient voire surpassaient les hommes. Il en avait fait l'expérience. Et en matière de femmes, il y avait cette inquisitrice, Myrddad de Badcastle, la pupille de Yorg, le grand inquisiteur en personne. Il n'avait jamais aimé les curtons, la nouvelle église et ses nouveaux bigots. Enfant du peuple, venu de rien et plus bas encore, il avait toujours considéré cette sacro-sainte institution comme un instrument de pouvoir, un moyen de tenir la populace sous le joug. S'il n'y avait pas eu les démons, la terreur qu'ils inspiraient et les inquisiteurs, cela faisait longtemps que les lumières de la science et du progrès l'auraient rejeté aux oubliettes de l'histoire. Ce n'était pas qu'il eût une foi aveugle dans la science. Le positivisme scientifique et sa croyance absolue dans le progrès s'étaient brisés lors de la déchirure. Marius se rappelait que c'était juste après l'apparition de 20 000 lieues sous les mers, de M. Jules Verne, dont le personnage du capitaine Nemo mettait en garde contre la mauvaise utilisation de la science. Combien il avait eu raison. Mais de là à retourner vers l'obscurantisme d'une nouvelle religion, ou celui de l'ancienne, très peu pour lui. L'idée de devoir collaborer avec un inquisiteur, quand on lui avait présenté sa dernière mission, ne l'avait donc guère enchanté. Il envisageait bien mal cette future collaboration, mais il devait avouer que Myrddad de Badcastle l'avait pris de court. Elle ne correspondait pas à l'image qu'il s'était faite d'un inquisiteur, nonobstant bien sûr le fait qu'il avait imaginé un homme et non une femme, et certainement pas une femme au charme indéniable, même si elle faisait tout pour ne pas l'étaler, voire même s'ingénier à le dissimuler, réfugiée qu'elle était derrière son armure de soldat de Dieu. Et puis, sous cette cuirasse rigide qu'il se plaisait à égratigner, il avait deviné à quelque occasion une autre femme, fragile, sensible, blessée, qui, malgré lui, l'avait touché. Une personne qu'à son corps défendant et contre tous ses a priori, il avait envie de mieux connaître. Et puis, il aimait la faire enrager, il devait avouer qu'il ne s'était pas amusé autant depuis un moment. Tout à ses pensées, et après avoir fendu un groupe de passagers qui s'étaient précipitamment écrasés contre les murs du couloir, il avait poussé la porte d'un nouveau wagon, une porte marquée « Service », juste à l'instant où une protestation s'est levée derrière lui. « Hé, vous n'avez pas le droit de... » Trop tard, il était déjà de l'autre côté, dans l'envers du décor,
Une voiture de marchandises qui devait certainement transporter les produits nécessaires au bon fonctionnement du train, linge, nourriture, pièces de rechange. Le couloir se poursuivait. De chaque côté s'alignaient des empilements de caisses et de casiers, tous soigneusement étiquetés. Il n'eut guère le temps de s'y intéresser, sa fuyarde approchait déjà de l'autre extrémité du wagon et d'une nouvelle porte. Il devait la rattraper. Elle ne pouvait pas descendre du train, mais elle pouvait se dissimuler quelque part et il aurait plus de mal à la trouver. Enfin, croyait-elle. Il avait un moyen infaillible de la pister, comme il l'avait reconnu tout à l'heure dans la chambre sans coup férir. Il avait suffi qu'elle s'approche. Il s'élança et eut à peine le temps de se baisser par réflexe quand quelque chose siffla juste à l'endroit où se trouvait sa tête l'instant précédent. Un pied de biche. Poursuivant son mouvement, il se retourna pour découvrir un homme, lui aussi en tenue de la transcontinentale, carré et large d'épaules, à en concurrencer un lutteur de foire, qui rentrait à peine dans son costume d'emprunt et lui souriait de toutes ses dents blanches. Évidemment, elle avait un complice. « Vous allez toujours par deux, hein, remarqua-t-il. Tu sais ce qu'on dit ?» Le sourire de l'autre, un véritable géant qui lui prenait au moins une tête, s'élargit encore alors qu'il grognait. « Je t'emmerde, le cognard, tu passeras pas. » Un Lycanien, son accent le trahissait. Celui-là venait des Terres-Nèbres, un réfugié, ce qui expliquait sa taille et sa carrure invraisemblables. Il avait dû subir l'influence métamorphique du Lycanium. Marius espérait qu'il n'avait pas d'autres surprises en réserve. « Elle fait quoi, ta patronne, là ?» demanda-t-il au géant qui lui barrait la route. « Elle vous prépare une belle... » La réponse s'arrêta sur une plainte, le type loucha, le fixa stupidement, porta les mains sur une certaine partie de son anatomie et s'effondra en arrière. Marius, qui avec une rapidité foudroyante venait de le frapper à l'entrejambe, se pencha pour lui assonner. « Jamais discuter quand on se castagne, mon gars, ça déconcentre. » Sans attendre davantage, il enjamba le colosse souffrant et se précipita vers le fond de la voiture. Quand on n'est pas le plus fort, avait-il appris très tôt, dans son univers où seuls survivaient les plus retors, faut être le plus vicieux, ou le plus rapide, ajouta-t-il en sortant sa matraque de sa gabardine pour l'abattre sur le crâne d'un second lascar en uniforme qui bondissait sur lui d'une caisse en hauteur. L'odorat. Les humains négligeaient toujours l'odorat. Ils avaient tort. Celui-là, malgré son uniforme, empestait la sueur rance. Pas admissible. Comme avait dit l'aiguilleur, ce qui se passe sur les autres trains n'a pas cours sur l'Orient Express. Finalement, ils étaient 3. 4, rectifia-t-il en ramassant une planche posée sur une caisse, que sans même s'arrêter, il fracassa sur le crâne d'un troisième, qui surgit entre deux empilements pour se jeter sur lui et s'effondra, foudroyé pour le con. Parfum de mauvaise qualité, il en pestait à 100 mètres, facile de le repérer. Il n'avait jamais compris qu'on se parfume pour aller tuer des gens. Il bondit au-dessus de l'homme inconscient, gagna la porte, l'ouvrit, pour se retrouver dans une nouvelle voiture semblable à la précédente, mais où un courant d'air froid. Il y avait une ouverture. Il chercha, à gauche, à droite. Non, restait. Il leva les yeux au plafond, une écoutille ouverte, une écoutille par laquelle disparaissaient déjà 2 jambes de femme. Gagné, murmura-t-il. Elle était sur le toit du train. Elle était folle, qu'espérait-elle? Sauter en route? D'après ce qu'il venait de voir par les hublots du couloir, c'était du suicide. Il traversait toujours des gorges vertigineuses. Quiconque plongerait là finirait fracassé sur les rochers, quelques centaines de mètres plus bas. Toujours est-il qu'elle grimpait là-haut, songea-t-il, alors que les pieds de la terroriste disparaissaient à leur tour. Il soupira. Lui qui était sujet au vertige. S'avançant jusqu'à la trappe, il leva les bras, bondit. Contrairement à la fuyarde, il n'eut pas besoin de monter sur la petite caisse qu'elle avait placée en dessous de l'ouverture. Saisit le rebord et se hissa vers le toit. Il envisagea un instant la possibilité qu'un tireur ait pu être embusqué, n'attendant que son apparition pour lui loger une balle en pleine tête. On ne meurt qu'une fois, éluda-t-il, forçant sur ses bras pour se catapulter vers le haut. Il jaillit à l'extérieur et prit pied sur le blindage de métal. Le vent glacial l'enveloppa aussitôt, le fouettant de ses rafales agressives, tentant de pénétrer sa lourde gabardine. Un seul regard suffit à l'assurer qu'il se trouvait encore dans les montagnes. Ce devaient être les Alpes suisses. Il n'était pas sûr. Les notions de géographie laissaient un peu à désirer. Les pentes dénudées où s'accrochait une végétation tenace sous les ombres griffues de hauts arbres morts plongeaient autour d'eux vers quelques vallées profondes où devait serpenter, dans la pénombre éternelle, un cours d'eau invisible. Le monorail s'accrochait à la roche par ses chevrons de métal. Marius avait le tournis à la pensée des ouvriers qui avaient œuvré pour l'installer. Un faux pas sur le blindage glissant couvert de givre et il plongeait dans l'abîme. Mais il n'était pas le seul. À 20 mètres devant lui, sa fuyarde était juchée sur une des tourelles de défense qui saillit du corps massif du wagon. Elle n'avait pas le vertige, elle,
pour se tenir ainsi debout en plein vent sur ce toit bombé, au risque de basculer. Mais elle était coincée. C'était la dernière voiture, après, juste le vide et la mort. « C'est fini !» hurla-t-il pour couvrir le sifflement du vent qui mugissait autour d'eux. « Vous êtes piégés! Vous ne pouvez pas vous enfuir! Rendez-vous !» Elle se retourna. Malgré la distance, il put discerner son visage, un beau visage, mais que marquait une cicatrice sur la joue et l'arcade gauche. Un visage qui lui rappelait « Jamais !»« C'est fini !» insista-t-il. « Vous avez échoué !»« Vous croyez ?» Elle hurlait elle aussi, mais même ainsi, il parvenait à peine à entendre ses paroles. « C'est ce que nous verrons !»« Vous allez mourir si vous restez là, c'est ce que vous voulez ? Mourir pour une noble cause est une belle fin. Ça, c'est vous qui le dites, répliqua-t-il. La mort n'a rien de beau, je peux vous l'assurer. Il tendit la main. Allons, venez, je vous garantis un procès équitable. Si vous avez quelque chose à dire, vous pourrez vous exprimer. Équitable ? Elle éclata d'un rire grinçant. Je connais la justice des oligarques, surtout pour ceux qui veulent révéler la vérité. Je sais aussi ce qu'ils feront de moi. Je préfère une mort propre et rapide. La vérité ? Quelle vérité ? De quoi parlez-vous ? Si vous n'êtes pas corrompu par ce système comme tous les autres commissaires, si vous vous souciez vraiment des Licaniens, comme je vous ai entendu le dire tout à l'heure dans la cabine d'Aïda, allez donc vérifier les chiffres de ceux que l'on fait entrer le jour de la miséricorde. « Qu'est-ce que vous dites ?» interrogea Marius, troublé par les paroles de la jeune terroriste. « Qu'est-ce que le jour de la miséricorde vient faire là-dedans ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, commissaire. Consultez-les et posez-vous les bonnes questions. » À peine avait-elle prononcé ces mots que la fuyarde lançait un regard vers le bord du train. Il passait à cet instant sur un de ces ponts vertigineux dont les entretoises de métal enjambaient le vide. D'en bas, au fond d'un chaos de rochers, le serpent d'argent d'un torrent se frayait un chemin dans la pierre. Marius détourna les yeux, juste à temps pour voir la jeune femme plonger. « Non !» hurla-t-il, en tendant la main. La petite silhouette tournoyante disparaissait déjà, avalée par l'ombre qui stagnait au fond de la vallée de montagne. Sa main s'abaissa. C'était fini.